Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 18 décembre, l'Europe retient son souffle sur plusieurs fronts décisifs. La Banque centrale européenne devrait confirmer son statu quo sous tension, tandis que la Banque d'Angleterre baisse ses taux de 25 points de base, confirmant une normalisation monétaire en pointillé. À Bruxelles, les dirigeants européens tranchent sur le financement de l'Ukraine pour 2026-2027, avec près de 190 milliards d'euros d'avoirs russes gelés chez Euroclear au cœur des débats, mais sous une pression intense, puisque responsables belges et dirigeants d'Euroclear font l'objet de menaces et d'intimidations attribuées aux services secrets russes, la Belgique exigeant des garanties mutualisées solides. Pour se protéger, côté Asie, Taïwan reçoit la plus grosse vente d'armes américaines jamais accordée, 11,15 milliards de dollars pour renforcer sa dissuasion face à Pékin. L'Inde sous surveillance du FMI pour ses chiffres économiques, la Banque du Japon qui liquide massivement ses ETF et le Mercosur en stand-by européen. Ce jeudi constitue donc un temps fort pour la politique monétaire européenne puisque 4 banques centrales annoncent simultanément leurs décisions, mais une seule devrait réellement ajuster ses taux. Pour les marchés, l'enjeu dépasse largement le mouvement immédiat et porte surtout sur la trajectoire implicite des taux à moyen terme, notamment à horizon 2026-2027. Du côté de la Banque centrale européenne, le scénario d'un statu quo fait consensus. Les indicateurs récents ne plaident pas pour un ajustement rapide, mais l'attention se portera sur les signaux envoyés par le Conseil des gouverneurs, où les divergences deviennent plus visibles, certains membres évoquant désormais la possibilité d'un prochain relèvement, tandis que d'autres estiment que la désinflation pourrait encore justifier un assouplissement. La révision attendue à la hausse des prévisions de croissance renforcerait l'idée que le cycle de baisse est désormais très proche de son point d'atterrissage. Cette prudence se retrouve également en Europe du Nord, en Norvège comme en Suède. Les banques centrales devraient maintenir leurs taux inchangés, insistant sur une inflation encore trop élevée, sur la nécessité de calmer des anticipations de marché jugées prématurées. Les indications prospectives resteront volontairement vagues, traduisant une volonté de conserver une flexibilité maximale. Dans ce paysage largement figé, la Banque d'Angleterre fait, elle, figure d'exception. La combinaison d'un ralentissement économique marqué, d'une désinflation rapide et d'un budget d'automne perçu comme désinflationniste lui offre une marge de manœuvre pour une baisse de 25 points de base. Pour autant, le message restera prudent. Toute détente monétaire sera graduelle, conditionnelle et réversible. Au final, cette séquence confirme que la normalisation monétaire en Europe est profondément asymétrique, davantage guidée par les réalités économiques nationales que par une synchronisation régionale. Tôt ce matin, les États-Unis ont validé la plus importante vente d'armes jamais accordée à Taïwan pour un montant de 11,15 milliards de dollars. Un chiffre spectaculaire, mais surtout un signal stratégique dans un contexte de montée en puissance militaire chinoise dans le détroit de Taïwan et l'Indo-Pacifique. Le contenu de la vente n'a rien d'anodin. Les armes livrées permettent à Taïwan de frapper plus loin, plus vite et plus efficacement, tout en renforçant sa capacité à résister dans la durée. L'objectif ici n'est pas de rivaliser frontalement avec la puissance militaire chinoise, mais de rendre toute tentative d'invasion extrêmement coûteuse, longue et risquée. En clair, il s'agit de décourager Pékin en compliquant chaque étape d'une éventuelle opération contre l'île, depuis son approche maritime jusqu'au combat au sol. Cette décision s'inscrit dans la stratégie taïwanaise annoncée par le président Lai Ching-te, qui vise un haut niveau de préparation opérationnelle d'ici 2027, horizon régulièrement cité par les services occidentaux comme une fenêtre potentielle d'action pour Pékin. La traversée récente par ailleurs du détroit par le porte-avions chinois Fujian illustre cette pression militaire graduelle calibrée pour tester les lignes rouges sans les franchir. Côté américain, la posture, elle reste volontairement ambiguë, pas de traité de défense, mais la loi de 1979 impose de fournir à Taïwan les moyens de son autodéfense. Cette ambiguïté stratégique vise à dissuader Pékin sans provoquer d'escalade tout en maintenant Taipei sous contrainte. Autrement dit, l'objectif est clair, augmenter le coût, la complexité et les délais de toute tentative chinoise de projection amphibie en transformant le détroit de Taïwan en espace hautement contesté, dissuasif
par saturation et attrition. L'implication croissante du Japon confirme donc l'élargissement du théâtre stratégique. La question taïwanaise ne relève plus d'un face-à-face sino-taïwanais, mais s'impose comme le principal foyer de tensions systémiques en Asie-Pacifique, où l'efficacité de la dissuasion dépend désormais autant des capacités militaires déployées que de la cohérence et de la crédibilité politique des alliances régionales. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont trancher une question décisive: comment financer l'Ukraine en 2026-2027, au moment où la guerre se prolonge et où les marges budgétaires occidentales se réduisent. L'option privilégiée est d'adosser ce financement aux avoirs russes gelés dans l'Union, dont environ 200 milliards d'euros, dont 185 milliards détenus par Euroclear en Belgique, ce qui confère à Bruxelles un droit de veto de fait sur le dispositif. Pour les Européens, maintenir l'aide financière à Kiev est devenu un élément de sécurité collective, alors que l'engagement américain apparaît plus incertain sous la présidence de Donald Trump et que les finances publiques nationales sont sous pression. Sans mécanisme européen robuste, l'Ukraine pourrait faire face à une tension de trésorerie dès le deuxième trimestre 2026, fragilisant sa capacité de défense et augmentant mécaniquement le risque sécuritaire pour l'Europe elle-même. Des solutions alternatives existent, mais elles sont politiquement fragiles. L'UE pourrait emprunter sur les marchés via son budget à long terme, mais pour prêter à Kiev, ce schéma requiert l'unanimité des 27, avec une Hongrie, je vous le rappelle, déjà en position de blocage récurrent sur les dossiers ukrainiens. Par ailleurs, le recours à des financements purement nationaux alourdirait dette et déficit sans offrir de visibilité pluriannuelle, d'où l'attrait d'un montage reposant sur les actifs russes gelés qui permet de mobiliser un volume important sans creuser, vous l'avez bien compris, directement la dette des États membres. Le cœur du blocage reste le niveau de garantie exigé par la Belgique, qui redoute à la fois les recours juridiques de la Russie et une concentration du risque sur un seul État. Bruxelles réclame donc un partage explicite des risques entre partenaires afin qu'en cas de condamnation de compensation due à Moscou, le coût soit mutualisé et non supporté uniquement par le pays hôte d'Euroclear. En définitive, la décision d'aujourd'hui, jeudi 18 décembre 2025, vaudra test de cohésion et de crédibilité stratégique pour l'Union à la croisée du droit, de la finance et de la géopolitique. Elle dira si l'Union européenne accepte de faire de la gestion des réserves souveraines russes un véritable instrument de puissance ou si elle reste prisonnière de ses lignes rouges juridiques et de ses divisions internes. Ce qui se joue aujourd'hui à Bruxelles ne relève plus seulement de la diplomatie feutrée, vous l'avez bien compris, mais d'un rapport de force assumée entre puissances où la pression psychologique devient un instrument stratégique à part entière. Selon plusieurs services européens, responsables politiques et dirigeants d'Euroclear en Belgique, eh bien, ils ont été la cible d'une campagne d'intimidation attribuée aux services russes destinée à empêcher l'utilisation des 185 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine. La Belgique, je vous le rappelle, occupe une position charnière puisque l'essentiel de ses actifs de la Banque centrale russe est détenu dans un coffre-fort que l'on appelle Euroclear et qui est situé à Bruxelles. Pour Moscou, l'enjeu est d'éviter un précédent historique, la possibilité pour une coalition occidentale de mobiliser des réserves souveraines au profit d'un État agressé, au risque de fissurer un pilier du système financier international, c'est-à-dire l'immunité des banques centrales, et ainsi d'assumer la politisation durable de la finance mondiale. Menaces, contentieux juridiques annoncés et avertissements publics s'inscrivent donc dans une logique de dissuasion à la fois juridique et personnelle visant à renchérir le coût politique de toute décision européenne. La prudence belge traduit cette vulnérabilité. Une saisie pure et simple exposerait les États concernés à des représailles symétriques comme la confiscation d'actifs occidentaux ou bien encore des actions en justice dans les juridictions favorables à Moscou. Pour Kiev, au contraire, le temps joue contre l'effort de guerre. Sans ce levier financier, le soutien militaire et budgétaire occidental devient plus difficile à maintenir dans la durée, alors que l'utilisation des actifs russes installerait un principe lourd de conséquences. Une agression militaire pourrait, à terme, être partiellement financée par les propres réserves de l'agresseur. Ce dossier marque donc un tournant évident. La guerre en Ukraine redessine les frontières entre droit, finance et puissance et transforme les chambres de compensation et banques centrales en terrain de confrontation stratégique à part entière.
C'est une information passée sous les radars, trop technique peut-être, pas assez flatteuse évidemment. Fin novembre, le FMI a rendu sa copie sur les statistiques économiques indiennes. Note finale, un C, deuxième pire note possible. Autrement dit, peut mieux faire, beaucoup mieux même, voire même faire tout court, puisque car, selon le Fonds monétaire international, les chiffres du PIB indien souffrent, je le cite, de lacunes. Traduction non diplomatique, les statistiques sont bancales. Et la croissance indienne, eh bien, elle n'est peut-être pas si réelle que ça, voire même peut-être gonflée, peut-être inventée à la marge. Personne ne le sait vraiment. Premier problème, l'année de référence, 2011-2012, car oui, vous avez bien entendu, 2011-2012, à l'époque, Uber n'existait pas vraiment en Inde, le paiement digital était exotique, la gig-économie balbutiait et Narendra Modi n'avait pas encore appuyé sur le bouton démonétisation surprise. Mais rassurez-vous, pour mesurer l'économie de 2024, on utilise donc un logiciel comptable de 2011, vintage, presque collector. Résultat, eh bien, une économie numérique florissante, mesurée avec des outils d'un autre siècle. C'est un peu comme si Netflix estimait ses ventes ou si l'on calculait les ventes de Netflix grâce aux ventes de DVD. Mais passons. Deuxième problème, l'inflation. Pour corriger le PIB, l'Inde utilise l'indice des prix de gros, un indice qui regarde surtout l'agriculture et l'industrie et ignore largement les services. Or, les services, eh bien, c'est le cœur de l'économie indienne aujourd'hui. Conclusion, si vous corrigez un chiffre faux avec un indice inadapté, vous obtenez eh bien, un résultat faux, mais un résultat propre et très officiel car très présentable. Troisième angle mort, le secteur informel, 45% de l'économie, c'est-à-dire presque la moitié. Par définition, impossible à mesurer précisément. Alors l'État a fait quelque chose de très simple. Il suppose que le secteur informel évolue comme le secteur formel, même dynamique, même croissance, même monde, sauf que bien non. Lors de la démonétisation de 2016, le secteur informel a plongé, mais dans les tableaux officiels, il a continué de prospérer. Un économiste estime d'ailleurs que le PIB réel de l'Inde serait de 2 500 milliards de dollars contre 3 800 milliards annoncés. Un léger écart de 1300 milliards, une broutille pour les analystes financiers, les économistes. Et puis, il y a le détail qui fâche. Le dernier recensement date de 2011. Celui de 2021, il a tout simplement été reporté à 2027. Donc on calcule la croissance, le revenu par habitant, la productivité, sans savoir combien de personnes vivent réellement dans le pays. Un détail, là encore, résultat final, une croissance officielle modélisée à 6,5-7%, mais selon plusieurs économistes, la réalité serait plus proche, tenez-vous bien, de 2,5%, soit 4 points d'écart. Pas une simple erreur à la marge, une simple erreur statistique à la marge, c'est une philosophie de calcul. L'Inde affiche une success story, mais le FMI regarde les chiffres et fronce les sourcils. Quant au gouvernement indien, lui, il continue de vendre une image impeccable, chiffres à l'appui, car après tout, quand les données résistent, il suffit de les interpréter ou tout simplement de les repousser à plus tard, voire à très loin. Selon des sources proches du dossier, la Banque centrale du Japon devrait commencer dès le mois prochain à vendre son stock de fonds négociés en bourse, les fameux ETF, un processus qui pourrait durer des décennies. La banque Nippon se séparera progressivement de ses actifs afin d'éviter toute turbulence sur les marchés conformément à la décision prise lors du Conseil de politique monétaire en septembre dernier. Puisque fin septembre, eh bien, ces ETF représentaient une valeur de marché de 83 000 milliards de yens, soit environ 534 milliards de dollars, pour une valeur comptable de 37 100 yens, soit 238 milliards de dollars. La décision prévoit un rythme de vente de 330 milliards de yens par an sur la base de la valeur comptable. À ce rythme, il faudrait environ 112 ans pour écouler la totalité des ETF. La Banque du Japon souhaite que la réaction du marché reste quasi imperceptible comme elle l'avait fait pour les cessions d'actions rachetées aux banques en difficulté dans les années 2000, un processus de 10 ans qui n'avait pas perturbé les marchés financiers. Avec la forte hausse du marché boursier japonais de plus de 20% depuis 2 ans, la valeur marchande des actifs de ces actifs a évidemment explosé, même des ventes modestes devraient donc générer des liquidités importantes pour soutenir la politique budgétaire expansionniste du gouvernement. Selon les économistes, les gains de la première année pourraient atteindre 1400 milliards de yens, soit 0,2% du PIB nominal japonais, représentant 1,7% des recettes publiques prévues pour l'exercice 2025. La Banque centrale nippone prévoit de maintenir un rythme de vente mensuel stable tout en restant prête
à suspendre le processus en cas de choc similaire à la crise financière de 2008. Pour la Sumitomo Mitsui Trust Bank, c'est la Sumitomo Mitsui Trust Bank qui a été choisie pour piloter ces ventes. Et dans un monde où le commerce mondial dicte les règles du jeu, l'Europe continue de regarder passer les trains, parfois sans même monter à bord. À ce jour, l'Union européenne a signé 44 accords commerciaux avec près de 80 pays, un réseau tentaculaire, un maillage mondial et malgré tout, un excédent commercial avec le reste du monde. Oui, même face au coup de butoir des États-Unis et même face à la Chine et son capitalisme de combat, l'Europe tient encore debout. Mais pour combien de temps ? En effet, Bruxelles est en train de réussir un exploit rare, se tirer une balle dans le pied avec méthode, lenteur et bonne conscience. Puisque ne pas ratifier ni appliquer l'accord commercial avec le Mercosur, dont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay font partie, serait sans doute l'une des erreurs stratégiques les plus lourdes de ces 20 dernières années. Alors certes, on invoque la protection des agriculteurs, essentiellement français, et la peur d'une invasion de bœuf, de volaille ou de sucre sud-américain. Cependant, les volumes sont limités, les quotas encadrés et les standards sanitaires déjà intégrés dans le texte. Pourtant, le symbole l'emporte sur l'analyse, l'émotion, sur la stratégie, la politique intérieure, sur l'intérêt économique continental. Pendant que l'Europe tergiverse, les autres avancent. Les États-Unis signent, la Chine investit et l'Amérique du Sud regarde ailleurs. Hier, Emmanuel Macron a déclaré que la France s'opposerait de manière très ferme à tout passage en force des instances européennes sur cet accord. Une sortie théâtrale qui rassure à court terme, mais qui pourrait bien finir par freiner l'Europe entière. Je vous rappelle qu'hier, Giorgia Meloni, la présidente de l'Italie, a soutenu les paroles du président français en rappelant que peut-être il était un peu tôt pour mettre en œuvre ce traité commercial, car le Mercosur ce n'est pas seulement de la viande. 260 millions de consommateurs, des débouchés pour l'industrie européenne, l'automobile, la chimie et les services. Refuser cet accord, c'est envoyer un message limpide. L'Europe n'est plus un partenaire fiable. Elle signe, mais ne ratifie pas. Elle négocie, mais recule. Elle promet, mais doute. À force de protéger chaque secteur, l'Union européenne finit par affaiblir l'ensemble. À force de craindre une concurrence hypothétique, elle sacrifie une puissance commerciale bien réelle. À force de regarder passer les opportunités, l'Europe risque de finir par ne plus exister que dans les statistiques et dans les bons souvenirs de ses propres accords. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et les marchés. Deux choses attireront l'attention des marchés aujourd'hui. Le premier, comme on l'a vu il y a un instant, c'est la politique monétaire mondiale, mondiale et principalement européenne, puisque ce sont les banques d'Angleterre, de Suède et de Norvège et la Banque centrale européenne qui communiqueront sur leur stratégie de politique monétaire. Mais comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas seulement le chiffre qui va être annoncé aujourd'hui, qui est important, ce sont les prévisions, la prospective, le langage, ce qui est dit entre les lignes qui devra être analysé, compris pour modéliser ces stratégies de politique monétaire sur l'exercice 2026 et l'exercice 2027. Et puis, aux États-Unis, outre-Atlantique, c'est le CPI, la mesure de l'inflation, qui sera scrutée de très près, la mesure de l'inflation pour le mois de novembre. Ce sera à 14h30. Jetons un coup d'œil maintenant aux réactions des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés ont terminé en ordre dispersé, tandis que Wall Street, et on le verra dans un instant, évoluait dans le rouge, dominé par l'attentisme avant les décisions de 4 grandes banques centrales et la publication des chiffres de l'inflation américaine. Les marchés restent sur la défensive, les investisseurs patientant avant ces indicateurs qui influenceront évidemment la trajectoire des taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis pour 2026. Selon plusieurs instituts économiques et financiers, 2 baisses de 25 points de base sont attendues l'an prochain côté Fed, et c'est la première qui devrait avoir lieu en juin. Donc hier, dans cet environnement et faute de catalyseur clair, les échanges sont restés prudents, la volatilité repartant à la hausse en Europe, signe de l'incertitude persistante. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,25% à 8086 points, le DAX a cédé 0,5%, tandis que le FTSE, dopé par la flambée du pétrole lié au conflit qui entoure le Venezuela actuellement, a progressé de 0,92%. L'Eurostock 50 a reculé de 0,63% et le Stock 600 est lui resté stable. Aux États-Unis, comme je
comme on l'a vu il y a un instant, Wall Street a terminé en baisse. Les inquiétudes sur les dépenses massives dans le secteur de l'intelligence artificielle pesant sur les valeurs tech. Le marché redoute la formation d'une bulle spéculative dans l'IA liée aux investissements colossaux, souvent financés par emprunt, consentis par les géants de la tech américaine. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 0,47% à 47 885 points. Le S&P 500 a cédé 1,16% à 6 721 points. Le Nasdaq a lâché 1,81% à 22 693 points. Enfin, les prix du pétrole ont rebondi hier après l'annonce de Donald Trump d'un blocus total contre les pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela. Résultat, le marché reste prudent. La production vénézuélienne, je vous le rappelle, est limitée à 900 000 barils par jour. Et l'AIE prévoit un excédent de 3,8 millions de barils en 2026. Quant au stock américain, ils ont baissé, eux, de 1,3 million de barils, soutenant les cours. À court terme, les investisseurs suivent également l'évolution géopolitique, notamment un éventuel accord de paix Russie-Ukraine qui pourrait redistribuer l'offre mondiale. Et je vous rappelle que sur ce sujet, on ne l'a pas vu ce matin parce que voilà, l'information est déjà dense, mais beaucoup de journaux, de quotidiens européens commencent à parler d'un début d'accord entre la Russie et l'Ukraine, évidemment, avec en troisième acteur les États-Unis. Voilà, c'est à suivre de très près, ça pourrait bouleverser la géopolitique mondiale d'ici quelques semaines. En tout cas, dans ce contexte, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a gagné 1,29% hier à 59,68 $, son équivalent américain. Le baril de WTI pour livraison janvier a lui pris 1,21% à 55,94 $. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 18 décembre 2025 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort qui a ouvert en timide baisse. A tout de suite sur Téléfinance.